Le matin, lorsque percent les premiers rayons de soleil, la nuit s'achève alors rapidement, car la lumière du soleil est plus forte que les ténèbres. Rien qu'en Allemagne, pour environ 80 millions d'habitants, il y a 260 000 antennes relais, plus de 100 millions de téléphones portables et plus de 50 millions de téléphones sans fil. Les antennes sont omniprésentes, il n'y a presque plus d'endroits où les ondes pulsées à haute fréquence ne parviennent pas. Au travers de résultats, de recherches et d'observations dans l'environnement, il devient toujours plus clair que les ondes pulsées à haute fréquence entraînent des dommages sur la santé. Nous vous saluons cordialement pour notre documentaire d'aujourd'hui qui a comme thème « Téléphonie mobile, le danger dissimulé ». Dans ce documentaire, nous vous guidons pas à pas dans un exposé de preuves que chaque amateur peut comprendre facilement. Des questions écrites en rouge vous serviront d'orientation. Ainsi, pas à pas, nous faisons la lumière dans la confusion sur les dangers de cette technologie. Selon la 26e ordonnance de la loi fédérale sur la protection contre les émissions, la population doit être protégée face à ces dangers par la mise en place de normes d'émission. Dans un premier temps, nous répondrons à la question « Est-ce que ces normes d'émission présentent une réelle protection ?» Les ondes naturelles, sans la surcharge de la téléphonie mobile, s'élèvent à 0,000001 microwatts au mètre carré. En Allemagne, le seuil d'émission du réseau UMTS a été fixé à 10 millions de microwatts au mètre carré. C'est justement ici que nous devons nous arrêter et poser la question suivante. Est-ce une bonne chose si des personnes augmentent de plusieurs millions de fois le seuil donné par la nature et décident que c'est sans danger ? La nature est-elle si stupide ou l'homme si intelligent? Comment cette norme a-t-elle été mise en place et qui l'a fixée? Nous sommes ici à Munich, devant le bâtiment de l'ICNIRP, ce qui veut dire International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. En français, Commission internationale pour la protection contre les ondes non ionisantes. Cette association privée propose les normes des ondes pour le monde entier. Qui est cette association si éloquente? Les membres de cette organisation ne sont pas nommés ou désignés par le gouvernement, mais ils nomment eux-mêmes leurs membres. Dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui occupent une place importante dans l'économie. Ici, je cite le professeur Bernhard, président de l'ICNIRP.
Si l'on réduit les normes, alors on détruit toute l'économie. La position de l'Allemagne sera en danger. Et comment des experts neutres jugent-ils les directives de l'ICNIRP? Professeur Dr Neil Cherry, un expert reconnu mandaté par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, analyse les directives de l'ICNIRP. Il arrive à la conclusion que leurs directives sont sérieusement incorrectes, un modèle de parti pris et de déformation intentionnelle. Malgré les grandes réserves émises par d'éminents scientifiques, le gouvernement allemand et l'OMS ont repris les propositions de cette organisation proche du milieu des affaires. La mise en place des normes pour le monde entier se reporte à cette organisation proche des milieux industriels. Là, nous arrivons à la racine. Quels peuvent bien être les intérêts représentés par cette organisation privée? Les membres de cette association privée étaient-ils uniquement préoccupés par le bien-être de la santé de l'humanité? Que signifie cette norme? Sur quelle base repose-t-elle? Citons le professeur Bernhardt. En ce qui concerne les ondes, nous avons seulement compris les effets thermiques et à ce jour, c'est sur cette base qu'on détermine les normes d'émission. Il existe des études sur les effets favorisant le cancer et les dérangements cellulaires. Nous analysons ces déclarations du professeur Bernhardt au moyen d'une représentation graphique. En d'autres mots, il dit « Nous avons sans doute compris la physique, qu'il qualifie de chaleur, mais nous n'avons pas encore tout compris de la biologie et de la chimie. C'est pourquoi nous devons prendre en compte la biologie et la chimie. » Une petite bande dessinée illustre parfaitement le comportement de ce groupe. Lors d'une excursion scolaire, un élève demande à son prof de physique. Cette amanite de mouche est dangereuse? Est-ce dangereux si je te lance une pierre à la tête à une distance d'1 mètre? Oui. Est-ce dangereux aussi si je fais la même chose avec une amanite? Non. Non. L'élève s'est calmé car selon la loi de la physique, la manite du mouche n'est pas dangereuse. Le prof de physique ne peut pas expliquer pourquoi l'élève devient malade après avoir consommé une amanite du mouche. Quoi? Impossible! Le fondement des normes d'émission repose sur l'hypothèse selon laquelle il n'existe d'effet de rayonnement magnétique causé par la téléphonie mobile que sur la base des effets de la chaleur. Cela veut dire seulement dans des procédés physiques, le seuil d'émission se rapporte à un corps sans vie et ne considère en aucune façon les effets biologiques dans notre corps vivant. Tous les effets qui ne se basent pas sur la chaleur sont contestés avec véhémence. Sinon, chaque base scientifique serait privée des normes d'émission légales. Voici maintenant une définition du seuil d'émission. Le seuil d'émission valable s'oriente vers la force de la radiation qui chauffe un corps sans vie à 1 degré en l'espace de 30 minutes. Les effets de longue durée, au-delà de 30 minutes, ne sont pas pris en compte. Par conséquent, le seuil limite protège la matière morte contre un réchauffement d'une durée de 30 minutes. Nous sommes un organisme vivant. La plupart du temps, nous sommes irradiés en continu, 24 heures sur 24, dès le sein maternel. Dans notre corps se déroulent d'innombrables processus biologiques compliqués. Même le groupe ICNIRP doit reconnaître dans ses lignes directrices que le seuil d'émission ne protège que des effets sanitaires dus au réchauffement tissulaire immédiat et à court terme. Cependant, tous les spécialistes sont d'accord avec le fait que, par exemple, le Wi-Fi n'entraîne pas de risque d'échauffement. Les normes d'émission protègent contre quelque chose qui ne représente finalement aucun danger et sont donc une sournoise tromperie pour la population. En instituant les normes d'émission, les effets biologiques non thermiques n'ont pas été pris en compte.
Par exemple, les effets causés sur les nerfs et sur les hormones ont été complètement ignorés. Si quelqu'un avait mesuré la hauteur du rayonnement radioactif avec le thermomètre et non avec le compteur Geiger, et si à cause de cette mesure thermique, la radioactivité était classée parmi les choses non dangereuses, on l'aurait déclaré fou. Pourtant, on nous vend ceci comme étant la science. Chers téléspectateurs, nous avons montré que les seuils d'émission valables sont irresponsables. La direction scientifique du Parlement européen STOA l'a aussi confirmé. L'inquiétude du public n'est pas sans fondement. Les lieux d'exposition de longue durée ne devraient pas dépasser 100 microwatts par mètre carré. Nos scientifiques et nos experts se sont-ils trompés de dizaines de puissances en établissant le seuil d'émission en Allemagne? Car un accident majeur de la téléphonie mobile nous attend. Les contre-voix des scientifiques renommés confirment cette crainte. Le professeur Volger de l'École supérieure d'ingénieurs d'Aix-la-Chapelle avait déjà dit en 2001 « L'affirmation d'un effet protecteur, le seuil d'émission, doit être considérée comme une fausse information scientifique. Ceci correspond légalement à toutes les caractéristiques de la fraude et inclut les grosses atteintes de négligence, les atteintes intentionnelles et les coups et blessures. » Dans la deuxième étape de notre documentaire, nous voudrions maintenant savoir s'il existe des effets biologiques causés par le rayonnement magnétique de la téléphonie mobile. Déjà en 1992, la Commission de la protection contre le rayonnement a écrit dans le journal Bundesanzeiger numéro 43 au sujet des effets spéciaux non basés sur le réchauffement. Les effets sur les membranes ont été confirmés à plusieurs reprises. Ainsi, leur existence est considérée aujourd'hui comme certaine. Pourquoi ces effets ont-ils donc été ignorés pour définir les normes d'émission? Maintenant, nous allons examiner de très près certaines études scientifiques indépendantes pour prouver la présence des effets biologiques importants du point de vue de la santé. Nous commençons par l'étude Salford. Dans cette étude d'un scientifique suédois, 3 groupes de 8 rats ont été irradiés seulement pendant 2 heures d'affilée au moyen de portables au cours de plus de 1000 expériences avec des différences de rendement. À travers cette radiation, la barrière hémato-encéphalique qui empêche que le poison toxique puisse atteindre notre cerveau s'est ouverte. Les dommages qui en résultent sont irréversibles. La certitude de la preuve est estimée à 99,8%. Nous arrivons à un autre examen qui prouve que la radiation par micro-ondes électromagnétiques causée par la téléphonie mobile provoque un effet biologique dans notre corps. Il s'agit de notre sang. L'effet appelé rouleau de pièces de monnaie démontre comment nos globules rouges réagissent à la radiation. Bonjour, je m'appelle Herbert Jung, je suis praticien de médecine parallèle et homéopathe depuis environ 20 ans. Dans mon travail, j'ai constaté qu'il y a de plus en plus d'obstacles à la guérison qui sont causés par la téléphonie mobile. Il existe aussi beaucoup de maladies qui sont causées par la téléphonie mobile, par exemple l'attaque d'apoplexie ou l'hyperactivité chez les enfants, ou différents signes cliniques ou l'hypertension. C'est pourquoi je me suis aussi préoccupé de la microscopie sur fond noir, parce que selon mon point de vue, c'est la seule méthode avec laquelle on constate par image la gravité de la manière dont la téléphonie mobile agit. Je prends maintenant une goutte de sang d'un sujet d'expérience qui n'a pas été ou qui n'est pas exposé à la charge de la téléphonie mobile et vous verrez par la suite comment cela agit. Maintenant, vous pouvez voir la goutte de sang que nous avons prise sur une petite feuille et on peut l'examiner au microscope. On peut bien voir comment le sang apparaît. Maintenant, je place la petite feuille de sang sous le microscope. Oui, là vous voyez maintenant le sang vital d'un patient qui n'est pas exposé à la charge de la téléphonie mobile. Là vous voyez que les érythrocytes sont bien libres. On peut voir le sérum du sang. Il n'y a pas non plus de réseau de toiles d'araignée dedans, donc les philites. Ensuite, je pense que nous allons faire une autre expérience pour voir comment se présente le sang chez la même personne test après 3 minutes de conversation avec un portable. Bon, maintenant je vais rallumer le portable. Allô? Maintenant que la personne test a téléphoné 3 minutes avec le portable, nous voulons voir ce que cela a produit. Faisons maintenant une prise de sang pour pouvoir l'analyser. Bon, nous avons maintenant le sang au bout de 3 minutes d'appel avec le portable. Regardons maintenant ce que cela donne.
Voyez, ce sang de la même personne qui était tout à l'heure bien séparée et comment maintenant les globules rouges se sont concentrés ensemble comme des rouleaux de pièces de monnaie. Bien entendu, le sang ne peut plus faire son travail. Si c'est une condition permanente, il se forme une forte thrombose à un certain moment et ça dépend de l'endroit où elle se fixe. Si c'est au cerveau, il y aura une attaque d'apoplexie. Si c'est au cœur, ça provoque un infarctus cardiaque ou au poumon des thromboses, selon l'endroit. On se pose la question de savoir si on peut survivre à cela ou en rester paralysé. L'étude Salvord ainsi que les prises de vue au microscope à fond sombre prouvent qu'il existe des effets qui ne se basent pas sur la chaleur et qui ont une influence négative sur notre santé. Il n'y a pas d'études à l'échelle mondiale qui attestent les effets des rayonnements des mâts émetteurs sur la santé de la population. Il n'existe que l'initiative privée des médecins de Naila, l'étude Naila. Nous nous trouvons ici à Naila, à Oberfranken. Ici, des médecins locaux ont étudié de nouvelles maladies dues au cancer dans une étude de plus de 10 ans. Ce faisant, ils ont analysé si les personnes habitant dans un rayon de 400 mètres autour des émetteurs étaient plus souvent malades que celles habitant dans un rayon qui va de 400 à 800 mètres. Le résultat peut être résumé ainsi. Après 5 ans, il n'y avait pas de grande différence de maladie entre ces deux groupes. Mais entre la 6e et la 10e année de l'étude, les médecins ont constaté une augmentation de 300% du taux de cancer. En plus, ce sont les personnes de plus en plus jeunes qui sont devenues malades du cancer. Ainsi, l'étude démontre de façon impressionnante que les cancers dus aux ondes électromagnétiques n'apparaissent pas tout de suite, mais de façon décalée dans le temps. Les résultats des médecins de Naila ont été confirmés par une étude menée à Belo Horizonte au Brésil, auprès d'une population d'environ 2 millions de personnes. On pourrait encore citer beaucoup d'autres études. Un groupe de travail international de scientifiques, de chercheurs et de spécialistes en politique de la santé publique a donné, après le dépouillement de plus de 2000 études, le résultat suivant. Les normes d'émission existantes n'offrent pas de protection pour la santé publique. Il est conseillé d'instaurer des nouvelles normes qui se fondent sur une base biologique. Nous récapitulons. Les études citées prouvent l'existence d'effets biologiques qui ne sont pas causés par influence de la chaleur du champ électromagnétique, mais par son effet athermique. Ainsi, nous arrivons au 3e volet de notre documentation et nous posons logiquement la question suivante. Est-ce que ces effets biologiques athermiques prouvés ont des conséquences négatives sur notre vie? Le géobiologiste Maes rapporte « Les plaintes se font plus fortes, car les symptômes physiques et psychiques, comme par exemple maux de tête, vertiges, fatigue chronique, acouphènes, problèmes hormonaux, nerveux, cardiaques et de sommeil, difficultés de concentration, troubles déficitaires de l'attention, troubles d'hyperactivité, TDAH, agacement, allergie, angoisse, troubles de la vue et indisposition générale apparaissent juste après qu'on ait installé de nouvelles antennes émettrices dans les parages ou après que des téléphones sans fil ont fait leur apparition. Malheureusement, les données statistiques qui ont été publiées par Rosta et par l'UNICEF en 2009 et 2010 ont démontré que depuis les années 2000, il y a un accroissement continu de maladies infantiles qui sont à attribuer selon toute vraisemblance à l'utilisation du portable. Au sujet des faits alarmants de cette enquête, l'accroissement des maladies est particulièrement préoccupant parmi les jeunes gens de 15 à 19 ans en comparaison à l'année 2000. Les troubles du système nerveux central ont doublé. Les maladies du sang et les troubles du système immunitaire ont augmenté de plus de 80%. Les troubles neurologiques de plus de la moitié, plus 58%. Et les troubles épileptiques de plus de 36%.
L'affirmation « les portables rendent bêtes » se reflète dans la contre-performance croissante des élèves car la conséquence des communications par portable sont des troubles de la mémoire, un manque de concentration, des maux de tête, des acouphènes et d'autres symptômes similaires. Sur toile de fond du champ électromagnétique croissant, nous vous montrons maintenant un exemple du quotidien d'une école allemande qui n'est certainement pas un cas unique. Oui, prenez place s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Weiner, merci beaucoup de vous être déplacé dans notre école en qualité d'expert des ondes. Beaucoup de nos élèves sont déconcentrés. Certains montrent des mauvaises performances inattendues. Certains sont hyperactifs et d'autres par contre sont dépressifs. Est-ce que cela peut avoir un rapport avec les ondes? Oui, bien sûr. J'en ai fait moi-même l'expérience. Je suis devenu électrosensible. Et on doit simplement savoir que le rayonnement provoque plus de dégâts chez les enfants et les adolescents parce qu'ils sont en pleine croissance. Ce qui est très important justement lors de l'utilisation des portables chez les enfants et les jeunes. Là, j'ai apporté une image. Ce rayonnement des portables pénètre très profondément dans la tête des enfants. Par exemple, chez les enfants de 5 ans, de 10 ans et des adultes à partir de 21 ans. Il y a d'immenses différences et le danger principal vient tout simplement du fait que tout est caché. Nous n'avons pas de sens adapté. Nous ne pouvons pas le sentir, nous ne pouvons pas le percevoir. Nous ne sentons pas le goût du rayonnement. Nous ne l'entendons pas. Tout est imperceptible. C'est pourquoi je me suis dit aujourd'hui, j'apporte un peu de lumière dans l'obscurité et j'ai apporté un appareil de mesure. Ainsi, je peux vous rendre audible le rayonnement. Je le mets simplement en marche. Maintenant, nous sommes déjà complètement dans la zone rouge et... Oui, je prends la liberté, j'ai déjà trouvé votre téléphone sans fil sur votre bureau. Maintenant, nous voyons qu'il est déjà dans la zone verte. Monsieur Weiner, ici dans notre pièce d'ordinateur, pouvez-vous également rendre le rayonnement visible? Bien sûr. Croyez-vous qu'un élève puisse se concentrer avec une telle exposition au rayonnement? Voyons voir d'où il vient. Monsieur Weiner, nous nous trouvons maintenant à l'étage supérieur. Qu'en est-il ici avec le rayonnement? C'est clair. La source de rayonnement est là, en face. Alors maintenant, je ne peux plus retirer de prise. Dans ce cas, c'est vous qui devez vous mobiliser. Au mieux avec des lettres et avec de la pression directe à l'adresse des autorités et des opérateurs. Car une chose est claire, avec une telle exposition au rayonnement, les cours et la santé ne sont pas compatibles. La nouvelle suivante venant de Bavière confirme que notre court-métrage est d'actualité. Le 1er août 2007, Spiegel Online rapportait « Le Parlement bavarois recommande à toutes les écoles de s'abstenir des réseaux Wi-Fi ». Dans certains formulaires d'inscription scolaire, on trouve même le passage suivant. Je suis aussi d'accord qu'en cas d'admission, mon fils ou ma fille reçoivent l'enseignement en utilisant le Wi-Fi. Que la direction de l'école veuille se protéger juridiquement montre combien cette technologie est dangereuse. Par exemple, quelle école se protégerait juridiquement pour l'utilisation d'un rétroprojecteur? Même la justice atteste maintenant la nocivité des portables. La Cour d'appel de Brescia, en Italie du Nord, a certifié par un jugement maintenant définitif une relation de cause à effet. La tumeur cérébrale d'un employé est à attribuer à l'utilisation prolongée du portable et du téléphone sans fil pour des raisons professionnelles. Le jugement est aussi novateur parce que les juges ont exclu des expertises financées par l'industrie, considérées comme étant non crédibles, et ils ne se sont appuyés que sur des expertises indépendantes. La Cour suprême italienne de Rome a entre-temps confirmé le jugement de la Cour d'appel. Un jugement très spécial. Sur quoi a-t-il été fondé? Oui, c'est vraiment un jugement spécial parce que c'est le premier cas au monde pour lequel on a reconnu une maladie professionnelle ayant pour cause le rayonnement électromagnétique. Le tribunal de Brescia a donc reconnu et confirmé qu'il y avait une forte et intense utilisation du portable durant les 10 dernières années. Et ce, parce que j'ai utilisé le portable et le téléphone sans fil
pendant 5 à 6 heures par jour pour de longs entretiens. Et je me souviens que souvent, après ces communications téléphoniques, j'avais une oreille rouge et moite. À vrai dire, toute la moitié gauche de mon visage. Ceci est vraiment très alarmant. Mais je veux encore vous dire une autre chose, qui a aussi été publiée dans les médias. Mon collègue de travail, qui était directeur commercial, lui aussi, il a utilisé le portable dans la même mesure que moi. Il a été atteint par la même maladie. Même un autre homme de Casalmaggiore, environ 30 km d'ici. Il était, lui, chef d'atelier et utilisait un téléphone sans fil 8 heures par jour. Il a exactement eu la même tumeur. Ce sont des faits. Dans le jugement que vous avez mis aimablement à notre disposition, on fait aussi mention d'une comparaison entre le rayonnement d'une bombe atomique et la téléphonie mobile. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, sur ce point, le jugement se réfère à une comparaison du CTU qui a été constituée par le médecin mandaté par la Cour d'appel de Brescia. Cette comparaison dit que la téléphonie mobile produit plus de dommages que par exemple la bombe atomique d'Hiroshima. Mais la différence, c'est que la bombe atomique exerce un effet temporel. Par contre, toute l'humanité est exposée au rayonnement de la téléphonie mobile chaque jour durant 24 heures, et cela 365 jours par an. De même, des experts, des scientifiques et des médecins confirment les pires craintes. Un employé de chez Motorola, Robert C. Kane, qui a travaillé dans l'industrie des télécommunications pendant plus de 30 ans, en vient au résultat suivant dans son livre « Téléphone cellulaire, la roulette russe ». Pour l'utilisateur, une communication téléphonique de 2 minutes se répercute pendant une semaine dans les circuits cérébraux modifiés. L'utilisateur du portable remarque l'altération de son tissu cérébral seulement lorsque son cuir chevelu, qui absorbe très peu d'énergie, est chaud au toucher. Du fait que le tissu cérébral sous-jacent n'a pas la capacité d'interpréter l'augmentation de la température, le dommage du tissu peut être massif et irréversible à ce moment-là. Louis Morgan, ingénieur en électricité et directeur de la Société américaine de lutte contre les tumeurs cérébrales, a dit en 2009 dans une interview avec le magazine Saldo, des centaines de milliers d'utilisateurs de téléphones portables vont être atteints de tumeurs cérébrales. Les téléphones portables devraient être interdits jusqu'à 18 ans. Le risque de tumeur est nettement plus élevé pour les enfants que pour les adultes. Et encore une chose. Cela, tout le monde peut le vérifier lui-même sur Internet. Les gouvernements français et anglais ont adressé des lettres de recommandation aux familles et aux médecins, où ils écrivent que les enfants jusqu'à 14 ans ne doivent pas utiliser de téléphone portable. Parce que dans cette phase de développement, où les organes des enfants, garçons et filles, se développent, une utilisation intense du téléphone portable peut causer de graves dommages pathologiques. Ces recommandations devraient effectivement être édictées par toutes les instances compétentes. Nous arrivons maintenant à une question très importante. Les effets biologiques émanant des radiations de la téléphonie mobile pourraient-ils déclencher le cancer? L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé le 1er juin 2011 que le Centre international de recherche sur le cancer, CIR, a classé le rayonnement électromagnétique de haute fréquence sur la liste des substances cancérigènes dans la catégorie 2B. 31 experts de 14 pays ont obtenu ce résultat après l'interprétation de presque toutes les preuves scientifiques disponibles. Cette nouvelle classification a révisé la déclaration précédente disant que les ondes magnétiques ne seraient qu'en mesure de chauffer le tissu. Il est prouvé que le cancer ne provient pas d'un effet thermique. Par cette classification, la dangerosité des ondes électromagnétiques est comparée au danger des vapeurs d'essence, de chloroforme et de l'herbicide DDT.
Malgré cette classification et malgré les études énumérées comme par exemple l'étude Nalia ou Zalford, la norme d'émission reste inchangée et la possibilité que la téléphonie mobile puisse causer le cancer est encore toujours contestée avec véhémence par les opérateurs et même aussi par les politiques, sous prétexte qu'il n'y aurait pas de preuves. Monsieur Weiner, vous avez une formation de radioélectronicien et vous êtes connu pour de nombreuses conférences et émissions de télévision. Pouvez-vous confirmer qu'il existe un risque de cancer très élevé à proximité d'une antenne? Oui, la classification de la téléphonie mobile comme étant un cancérigène possible par l'Organisation mondiale de la santé est, d'après mes années d'expérience, largement minimisée. De partout, les initiatives citoyennes me confirment qu'à proximité d'une antenne, et particulièrement dans la direction principale d'émission, c'est dans ces maisons-là qu'il y a une recrudescence de cancer. Tous les groupes d'âge sont touchés et les gens y meurent. Et ici, nous le voyons donc à l'exemple de l'émetteur sur cet immeuble. Les émetteurs sont orientés de telle sorte qu'ils émettent directement dans les centres-villes et dans les rues et les maisons. Pour celui qui veut regarder de plus près, je recommande comme exemple bien documenté l'étude de Müllendorf en Autriche et l'article sur le village cancer Voltorino en Italie. Là, vous pouvez encore voir beaucoup plus de choses avec plus de précision. Mais dans les faits, nous le voyons de toute façon, c'est partout pareil sur toute la Terre. De nombreux autres rapports similaires nous sont parvenus, montrant un lien évident entre les cas de cancer et la proximité des stations d'antennes électromagnétiques. La radio allemande a fait une émission au sujet de la ville de Steinbach-Allenberg. Là-bas, le taux de cancer est 8 fois supérieur. À Mittelsteinae, près de Cuxhaven, sur 260 habitants, plus de 30 personnes souffrent de divers types de cancers. En Grande-Bretagne, l'opérateur O2, dans le comté de Warwickshire, a dû démonter son antenne suite aux protestations de la population après la survenue de 31 cas de cancer dans une seule rue. Italie, étude Radio Vatican. Preuve épidémiologique qu'à 6 km de portée autour de l'émetteur, il y a une augmentation de 220% de leucémies infantiles. Michelozzi, 2001. Pologne, Omega News, tour émettrice de la mort, 55 morts à Ślubsk. Israël, Netanyahu, risque quadruplé de cancer à proximité d'antenne. Burgerwelle, Suisse. Nouvelle-Zélande, étude Cherry, lien de cause à effet entre les cas de tumeur et le nombre d'émetteurs actifs en fonction de la distance. Cherry, 1999. Le journal Neues Deutschland rapporte le 19 février 2002, lors d'un rassemblement de protestation à Cobourg en 2002, le physicien nucléaire et président national adjoint de EDP, professeur Klaus Buchner, dit « Les atteintes à la santé, comme les dommages causés aux cellules du cerveau et au patrimoine génétique, ainsi que les modifications de la formule sanguine déclenchées par le système de communication mobile sont bien documentées. En ce qui concerne les normes d'émission trop hautes pour le rayonnement de téléphonie mobile, Buchner a souligné « C'est un meurtre, il y a des gens qui en mourront. Afin de protéger la vie, il est nécessaire de punir les responsables pour atteinte aux droits de l'homme. » Nous résumons la troisième partie de notre documentation. Le rayonnement de haute fréquence endommage considérablement nos vies. Étant donné que ce n'est pas dû au stress thermique, ce sont seulement des processus biologiques qui peuvent en être la cause. Nous passons maintenant à la prochaine étape de l'exposé des preuves et nous clarifions maintenant dans la quatrième partie de notre documentaire si ces dommages peuvent être confirmés par des exemples tirés de la pratique. Dans le contexte de ce documentaire, nous ne pouvons au mieux que montrer la pointe de l'iceberg, parce que des milliers de cas sont survenus bien en dessous des normes en vigueur. Nous citerons maintenant deux cas en exemple. Friedrich Stengel, un agriculteur de Oettingen en Bavière. À côté de sa ferme, une antenne de téléphonie mobile a été érigée en 1997. Ensuite, une odyssée a commencé. Je m'appelle Friedrich Stengel et j'habite à Oettingen. Je tiens à vous raconter brièvement ce que j'ai vécu depuis que l'antenne a été installée en 1997. Déjà au printemps 1998, nous avions remarqué que les hirondelles et plein d'autres oiseaux migrateurs se tenaient à l'écart. En fait, à l'époque, nous ne savions pas encore que ces ondes étaient néfastes.
Ça, nous l'avons remarqué seulement des années plus tard par des analyses de la formule sanguine, etc. Chez les vaches, déjà au printemps et en été 98, il a été constaté que la fécondité diminuait de plus en plus et leur état de santé empirait. Dans les 2 ans après l'installation de l'antenne, nous avons perdu l'ensemble de notre troupeau de vaches, environ 8 à 9 vaches, et environ 10 veaux morts-nés. Cette histoire s'est toujours aggravée. Les vaches ne portaient presque plus et continuellement, des vaches succombaient de déficience immunitaire. Jusqu'au moment où le vétérinaire a regardé par la fenêtre et a vu l'antenne. Il a dit « Nous allons faire des analyses de sang, des grandes analyses. » Nous avons constaté que les lymphocytes étaient complètement à la cave. Seulement, chez les analyses de sang ici, il restait seulement 21% des lymphocytes. Nous avons aussi analysé le cortisol, l'hormone du stress. Par rapport aux normes de référence, seulement 10 à 20% est encore là. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Et sûrement beaucoup d'autres hormones sont à cause de cela modifiées. On ne peut pas toutes les analyser. Et c'est beaucoup trop cher. Et cela a sûrement comme conséquence que les bêtes ne portent plus. Et si elles portent, alors soit les veaux sont morts-nés, soit ils sont prématurés, faibles à la naissance, et succombent de cela. Le bilan jusqu'à aujourd'hui, plus de 30 vaches mortes, toutes de déficience immunitaire. Depuis, nous laissons faire un bilan sanguin chaque année, précisément prouvé. Et plus de 100 veaux morts-nés, prématurés, nouveaux-nés faibles. Et cela sur un troupeau moyen de 8-9 vaches. Pour ces 3 derniers mois seulement, nous avons de nouveau perdu 3 vaches. La 4e est couchée là, ce sera sûrement la prochaine. Et ce qui est encore là est un reste lamentable. Entre-temps, nous nous sommes tournés vers les politiques et les opérateurs de téléphonie mobile. Ils doivent donc enlever cette antenne. La réaction a été la suivante. Le vétérinaire de l'État s'est trouvé devant notre porte avec la mission de trouver la cause de ce problème. Il a cherché désespérément pendant 2 ans. Il a pris des échantillons de sang, tout cherché, tout, mais il n'a rien trouvé d'autre. D'autres maladies virales et d'autres choses encore, analyse du sol, analyse de l'air, tout cherché intensivement pendant 2 ans. Après 2 années, il est parti, il a dit « Oui, ça ne peut être que ça, l'exposition aux ondes. Les analyses de sang sont sans équivoque. Il va s'en occuper, l'antenne doit disparaître. » Ça, c'était il y a environ 7 ans. Nous n'avons plus rien entendu depuis de cet homme. Il s'est fait mettre une muselière et il ne dit plus rien à ce sujet. Il a fait 2 ans de recherche sur demande du ministère de l'Environnement de Bavière. Durant la 3e année, j'ai appelé au ministère de l'Environnement à Munich, au temps de Stoiber et Schnapphoff. Oui, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand l'antenne va-t-elle être enlevée? Les résultats des recherches sont pourtant sans équivoque. Oui, alors la dame au téléphone, la vétérinaire du ministère de l'Environnement, est devenue grossière. Oui, qu'est-ce que je veux encore? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose qui revient. Qu'est-ce que je veux encore? Alors j'ai dit oui, évidemment, tant que l'antenne est là, c'est toujours la même chose. Alors elle est devenue encore plus grossière et a dit « Oui, à l'avenir, économisez vos timbres, vos coups de téléphone. Pour nous, vous êtes morts. » On doit vraiment entendre ça, mot pour mot. Et depuis, c'est le silence radio. L'antenne est toujours là, les problèmes sont toujours là et empirent maintenant. Depuis le passage en LTE, il est à observer que les animaux deviennent agressifs, parfois agressifs. Et de nouveau, l'infertilité a augmenté massivement et comme je l'ai déjà dit, l'état de santé continue à se détériorer toujours plus. LTE donne le coup de grâce à la chose. Une autre personne concernée, c'est Ulrich Weiner. Il est fortement électrosensible et ne peut vivre que dans la forêt en zone blanche. Nous lui avons rendu visite.
Déjà enfant, je m'intéressais à cette technique radio. À l'âge de 18 ans, j'ai créé une entreprise de technique radio. J'ai moi-même utilisé intensément cette technique, je n'avais jamais rien remarqué. Et puis ça a commencé avec des troubles de la concentration, avec des maux de tête après chaque communication par portable. Et bien sûr, dans un premier temps, j'ai toujours pensé « Bah ouais, tu as du mal dormir ou tu as trop de stress ». Mais je ne l'ai jamais mis sur le compte des ondes radio. Ensuite, cela a empiré. Des troubles de la vue, des troubles du langage, des troubles du rythme cardiaque, jusqu'à la défaillance du système nerveux central. Et puis, après le premier effondrement en 2002, j'ai vraiment dû en tirer des conséquences et je suis sorti pour venir ici dans les dernières zones blanches d'Allemagne, ici au milieu des forêts et depuis je vis ici hors de tout réseau de téléphonie mobile. Je vais vous raconter quelques cas de mon cabinet pour lesquels la téléphonie mobile était en cause. Souvent, il n'est pas facile de trouver le lien. J'ai eu par exemple un enfant, il avait 5 ans. À l'école maternelle, il passait pour être hyperactif pour eux. Il était insupportable. De plus, il faisait des crises d'épilepsie. Alors ils ont consulté la clinique universitaire à Würzburg et ils ont prescrit à l'enfant du Ritalin et des antiépileptiques, donc des médicaments contre l'épilepsie. Mais les parents n'étaient pas d'accord et ils sont venus chez moi. À ce moment-là, je lui ai fait une prise de sang et j'ai vu que le sang était complètement grumeleux. Bien que l'enfant n'ait pas téléphoné lui-même, les parents avaient 2 téléphones sans fil à la maison et cela en était la cause. Je les ai mis au pied du mur, soit l'enfant, soit le téléphone sans fil. Dieu merci, ils ont choisi l'enfant. Ils les ont enlevés et ont installé un téléphone filaire normal. Peu de temps après, il allait beaucoup mieux. Depuis, l'enfant est scolarisé, il est premier de la classe et on lui fait des compliments pour son comportement social. Il n'a jamais pris aucun de ses médicaments. J'ai une patiente de 88 ans, elle était encore en forme. En 3 semaines, elle a été hospitalisée 2 fois pour hypertension, bien que son médecin lui ait donné 4 médicaments. J'ai dit à cette patiente, « Maintenant, c'est terminé. Vous enlevez votre téléphone sans fil. » Elle téléphonait parfois 4 heures ou plus. Elle a installé un téléphone normal et un dans sa chambre à coucher. Maintenant, cette dame n'a absolument plus besoin de médicaments pour sa tension. Les 4 médicaments sont supprimés. Elle prend quelques Globuli et sa tension est stabilisée depuis 9 mois. Souvent dans le commerce, des puces de protection et toutes sortes d'autres choses sont proposées pour prévenir ou atténuer l'exposition aux ondes. De mes recherches, il résulte sans équivoque que cela ne fonctionne pas. J'avais un architecte qui a appliqué toutes sortes de mesures de protection sur son portable. Mais d'après le contrôle en chambre noire, après avoir téléphoné, il n'avait aucune protection. Il y avait plein de grumeaux. Même une personne qui avait pris des pierres spéciales. Rien n'a changé, les grumeaux restent. Nous récapitulons les recherches scientifiques, des hommes, des animaux et des plantes atteints, ainsi que des exemples pratiques, prouvent sans équivoque que le danger des micro-ondes des antennes ne se manifeste pas par un effet thermique, mais par des processus biologiques. Les normes d'émission sont une tromperie manifeste de la population. Même les opérateurs de la téléphonie mobile ne peuvent plus nier ces faits. Dans une demande officielle de brevet de la Swisscom AG concernant la réduction d'électrosmog dans les réseaux électriques locaux sans fil Wi-Fi, les opérateurs de la téléphonie mobile concèdent franchement cette tromperie. Ils conviennent que la dégradation du génome des globules sanguins humains en cas d'irradiation avec des champs électromagnétiques est clairement prouvée et qu'il y a des indications d'un risque élevé de cancer. Par conséquent, les opérateurs de la téléphonie mobile eux-mêmes attestent un effet biologique du rayonnement. Ainsi, nous pouvons clôturer l'exposé des preuves de ce documentaire, car les faits ne peuvent être plus incontestables. Quand les preuves rassemblées sont évidentes pour tout le monde, inévitablement une question ultérieure doit être posée dans la 5e partie de notre dossier. Pourquoi n'agit-on pas sans tarder pour protéger la population ? Nous nous trouvons à Kempten, devant le ministère de la Santé. Ici, en 2007, il est arrivé que des études de médecins ont été ignorées. En mai 2007, des médecins de famille ont remis aux autorités locales de la santé une étude comparative qui prouvait à l'aide d'analyses sanguines qu'autour des stations de base, le taux de mélatonine et de sérotonine des riverains chutait de manière significative. Le rapport a été ignoré. En Bavière, lors d'une conférence, il y a eu une altercation verbale avec un représentant des autorités sanitaires.
Les personnes concernées ont demandé au Dr Hartmann pourquoi le ministère de la Santé avait refusé de faire de telles analyses par le médecin conseil. Il a répondu que le gouvernement de Bavière a, par un courrier interne au service de la santé, interdit que les médecins conseils deviennent actifs lors de rapports concernant des problèmes de santé en relation avec des antennes de téléphonie mobile. Le gouvernement leur avait interdit d'établir des expertises médicales. Mais l'ignorance va encore plus loin. Une délégation de médecins a remis en 2006 à l'Office fédéral pour la radioprotection BFS un document de 700 pages sur les maladies dues au rayonnement. Jusqu'à présent, il n'a pas été pris en considération pour procéder à des mesures de protection. Nous nous trouvons devant les services d'hygiène à Stuttgart. Une initiative citoyenne locale résume le comportement des services administratifs de la manière suivante. La prévention de la santé devient de l'irresponsabilité organisée. Les offices de la santé refusent simplement de se pencher sur le sujet. Parce que dans le décret, il est inscrit qu'en dessous des normes d'émission, on ne devient pas malade. Alors on ne peut pas être malade. C'est décrété ainsi. Le citoyen devenu malade illégalement ne convient pas à ce décret. Il est classé comme étant un simulateur ou un malade mental. Ainsi, on peut se débarrasser de la réalité. Ici, à l'arrière-plan, vous voyez l'Office fédéral pour la radioprotection. Dans le même bâtiment se trouve aussi le siège de l'ICNIRP, cette association privée qui a manigancé la duperie des normes d'émission. Ceci explique peut-être aussi pourquoi l'Office fédéral protège les rayons contre les hommes et pas les hommes contre les rayons. Dans les brochures, les faussaires et de la falsification subtile à la criminalité scientifique, il est prouvé à l'aide des documents publiés que des recherches ont été falsifiées intentionnellement non seulement par l'Office fédéral de la radioprotection, mais encore par le gouvernement fédéral. En outre, des recherches ont été empêchées, retardées, cachées ou simplement ignorées. Le professeur Franz Adelkofer, le chef de l'étude Réflexe et par conséquent un membre établi, a constaté dans le même ordre d'idées que la supposition que même l'Office fédéral pour la radioprotection a les pieds et les poings liés par décret d'en haut est proche de la vérité. Les faits rassemblés sont incontestables et ne permettent qu'une conclusion. Si des montagnes de preuves matérielles sont ignorées, ça ne peut plus être justifié par la négligence de quelques fonctionnaires, mais cela se passe intentionnellement sur instruction d'en haut. Ici, par conséquent, la santé de nations entières est délibérément sacrifiée. Avec raison, les auteurs des écrits cités plus haut parlent de criminalité, car le comportement des instances officielles et des politiciens, documenté ici, est hautement criminel. Ainsi, notre documentation est devenue un cas exemplaire pour la justice. C'est pourquoi nous devons poser la question suivante dans la 6e partie. Dans quelle main criminelle le gouvernement est-il tombé ? Dans cette partie, nous voulons examiner plus exactement sous toutes les coutures l'influence que les associations de lobby exercent. Nous commençons par l'influence sur la politique. Le ministre de la Santé de l'époque, Horst Seehofer, a confirmé la pression trop grande des lobbies pharmaceutiques à l'égard de la politique dans l'émission Frontal 21 du 26 juillet 2006 sur ZDF. Il s'exprimait sur le repli des politiciens dans certaines décisions de la manière suivante. C'est ainsi depuis 30 ans jusqu'à ce jour. Des changements utiles et structurels, aussi dans le sens d'une plus grande économie sociale du marché, ne sont pas possibles dans le système de santé publique allemand à cause de l'opposition des associations de lobby. Devant l'indignation de la journaliste qui ne peut pas accepter que cela soit ainsi, que l'industrie est plus forte que la politique, Seehofer a rétorqué de la manière suivante. « Je ne peux que vous décrire que c'est ainsi, et que cela se passe comme ça. Et cela de manière très active. » Lors d'une seconde interview sur ARD le 20 mai 2010, Seehofer a confirmé la déclaration en d'autres termes.
Ceux qui décident ne sont pas élus. Et ceux qui sont élus n'ont rien à décider. Klagemauer TV, ce n'est pas de citoyens transparents, mais de médias, de politiciens, de directeurs financiers transparents que nous avons besoin. Ce sont les lobbies de la téléphonie mobile et de la pharmacie qui décident. La santé de la population est sacrifiée sur l'autel de l'appât du gain. Sur ce point, un autre extrait de la brochure Les faussaires. Face à cette situation de fait, on doit constater que lorsqu'on s'interroge sur les dangers des nouvelles technologies de la communication pour la santé, il ne s'agit pas d'un débat scientifique, mais de différends entre les intérêts économiques d'une branche industrielle et du gouvernement d'un côté, et les intérêts sanitaires de la population de l'autre côté. Ce faisant, nous venons à l'influence que les actions de lobby exercent sur la science. Le professeur Erich Schendorf était procureur lors du procès sur les produits de traitement du bois et il est par conséquent un initié, il dit. Un grand nombre d'experts émettent simplement de faux avis. Ils ne se trompent pas, ils mentent. Et ils mentent avec calcul, toujours au profit des parties prenantes à l'affaire économiquement plus puissantes, au profit de l'entreprise, du cartel des industries et du fabricant. Jamais à l'avantage des plaignants malades. Ce que ces experts font n'est pas un service amical, mais il s'agit là d'un compromis. Mensonge contre cash. En échange, les entreprises peuvent souhaiter quelque chose, à savoir des expertises avantageuses. Et ils les reçoivent, sinon les relations commerciales seraient compromises. Un deuxième exemple. Durant de nombreuses années, le professeur Peter Zem a fait des recherches pour Télécom. Dans une interview avec le Schwäbische Zeitung, le professeur Zem met en évidence « Il est sûr qu'en plus du réchauffement comme pour un four à micro-ondes, il existe aussi d'autres effets biologiques du rayonnement électromagnétique pulsé, comme ceux des portables. » La Télécom a interdit au professeur Zem de publier ces résultats indésirables. Les examens du professeur Zem montrent les déductions suivantes. La Télécom sait, de par ses propres expériences, que des dérèglements sanitaires surviennent avec des émissions bien inférieures aux normes, bien qu'elles prétendent publiquement que les normes seraient sûres. Ça veut dire en clair, les opérateurs de la téléphonie mobile nuisent consciemment par appât du gain à la santé et à la vie de la population. Ce sont des dommages corporels intentionnels et ainsi de la criminalité à haute échelle. Le magazine Nature Arts de décembre 2007 raconte aussi des scientifiques qui ont fait des recherches sur ordre de l'industrie et qui ont publié des résultats alarmants ont été diffamés, menacés et licenciés. Les auteurs de la brochure Les faussaires résument. Plus de la moitié des études sur la téléphonie mobile sont payées par l'industrie de la téléphonie, qui se choisit pour cela des personnes de confiance. Mais celui qui croit que le gouvernement fait en sorte que les contrôles soient suffisants et qu'il privilégie les scientifiques indépendants comme il serait de son devoir se trompe. Via Télécom, l'État est lui-même un opérateur de téléphonie mobile. Il s'est lui-même vendu, ainsi que la santé de la population, pour 50 milliards de redevances 3G. Il a débureaucratisé les droits de construction, assoupli les contrôles de sécurité et mis au pas ses administrés. La voie est libre pour l'implantation sauvage d'antennes. On en vient à l'influence que les cartels de lobby exercent sur les médias. La plupart des grands journaux scientifiques et les grands médias ne publient presque que des rapports rassurants. Mark Lutz, un étudiant en spot publicitaire, a voulu donner la preuve par l'exemple et a écrit un exposé pour un documentaire sur les dommages causés par les ondes électromagnétiques et a proposé son histoire à des chaînes de TV dominantes et à des magazines connus. Voici la réaction d'une chaîne de TV connue. Vous voulez nous proposer un film sur les dommages causés par la téléphonie mobile ? C'est un sujet super, mais avez-vous aussi réfléchi qui sponsorise nos spots de publicité ? Une censure a lieu dans les médias.
Des informations vitales sont sciemment cachées à la population par appât du gain. Ça aussi, c'est un comportement criminel. Après avoir constaté que les lobbies contrôlent aussi bien la science que les médias et même la politique, nous allons au 7e volet et nous posons la question suivante. Y aurait-il encore des arrière-plans cachés plus profondément? Qui contrôle ou plutôt qui supervise au juste les lobbies? Savez-vous par exemple que notre réseau moderne de téléphonie mobile est en même temps un gigantesque réseau de surveillance? Pourquoi, lors de chaque achat de téléphone portable, le numéro de la carte d'identité doit-il être enregistré? Dans chaque portable, les possibilités de surveillance, y compris la fonction puce, sont mises en fonction dès le début. Par ce moyen, il est possible que chaque utilisateur soit localisé partout et à tout instant. Chaque conversation peut être interceptée et tout mouvement être enregistré. C'est un pas en direction du citoyen transparent. Si la couverture de réseau est totale, ça signifie en effet que chaque utilisateur de portable peut être localisé partout et en tout temps. Bilan. De tout temps, dans l'histoire de l'humanité, l'intention des puissants et des dirigeants était de pouvoir tout surveiller et contrôler. Il n'y a encore jamais eu une possibilité de contrôle aussi parfaite et sans faille que celle d'aujourd'hui. Le livre renommé 1984 de George Orwell n'est plus une fiction, il est la réalité. Chaque utilisateur de portable est automatiquement prisonnier du réseau de surveillance. Pourtant, parallèlement au réseau de surveillance, le réseau de téléphonie mobile peut aussi être détourné comme une arme militaire à des fins de contrôle mental. Ainsi, entre les années 1962 et 1979, l'ambassade américaine à Moscou a été irradiée par des micro-ondes par le gouvernement russe. En raison de cette irradiation par micro-ondes, un tiers des employés de l'ambassade américaine est finalement décédé du cancer. Les Soviétiques connaissaient l'efficacité biologique de ces irradiations par micro-ondes qui étaient bien inférieures aux normes en vigueur. Bien que les Américains aient protesté contre ces irradiations, les Soviétiques ont pu continuer celles-ci avec l'argument que l'irradiation est 10 000 fois inférieure aux normes en vigueur pour la téléphonie mobile. Le scientifique Tim Reifat a fait des recherches sur ces armes à micro-ondes. Il a découvert que les Soviétiques utilisaient à l'époque les fréquences de notre réseau de téléphonie mobile actuel, c'est-à-dire 900 à 1800 MHz. Ce sont exactement les fréquences de notre réseau actuel. La citation suivante vient aussi de lui. C'est une règle des services secrets de cacher quelque chose au grand public. Amener la population à accepter une arme à micro-ondes pour contrôler les consciences et influencer son comportement sous couverture de la téléphonie mobile, c'était un coup de génie. Que les hommes payent encore pour ces appareils de contrôle des consciences afin que leur cerveau et leur conscience puissent être endommagés pour les rendre plus facilement contrôlables et dociles, c'est du génie diabolique. Nous récapitulons. Nous avons montré que les taux d'émission en vigueur pour les ondes électromagnétiques pulsées est une tromperie évidente de la population. Les normes d'émission ne nous protègent pas, elles nous trompent. Les dommages démontrés, causés aux hommes, aux animaux et aux plantes, prouvent que cette technologie est orientée contre la vie et pour cela doit être rejetée jusqu'à ce qu'une alternative inoffensive soit trouvée. L'irradiation forcée de toute la population a été légalisée par la puissance des lobbies et est maintenant tolérée par les autorités. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'inverser la démonstration des preuves. L'industrie doit prouver l'innocuité de ses produits. Ce n'est plus aux malades de porter le poids des preuves. L'argumentation des opérateurs, selon laquelle les préjudices ne sont pas prouvés, ne peut plus être acceptée. Cette façon d'argumenter n'est finalement que la preuve que les opérateurs ne s'intéressent en aucun cas à la santé de la population, mais qu'ils sont uniquement poussés sans scrupule par des intérêts économiques. Sinon, en cas de soupçon, ils débrancheraient déjà préventivement les antennes jusqu'à la preuve totale de l'innocuité. Que pouvons-nous faire? Klaus Weber, auteur de la brochure « La téléphonie mobile, le danger passé sous silence » a fait quelque chose. Nous l'avons interviewé à ce sujet. Nous passons l'antenne au studio de Heilbronn.
Monsieur Weber, qu'est-ce qui vous a motivé à rédiger cette brochure d'information? La dimension du préjudice causé par cette technologie m'a profondément choqué. Presque tous les habitants sont concernés et la plupart ne sont pas conscients du danger. Alors j'ai simplement dû agir. J'ai réduit mon temps de travail de 50% et j'ai fait des recherches pendant des mois pour pouvoir réaliser cette brochure. Ce crime doit venir à la lumière du public. À votre avis, que pouvons-nous faire contre cette irradiation forcée? Devrions-nous en priorité dévoiler la tromperie des lobbies de la téléphonie mobile par un travail d'information? Certainement, le travail d'information est le premier pas pour amener le danger de la téléphonie à la lumière. Mais chaque médaille a ses deux faces. Nous ne pouvons pas, d'un côté, mettre au pilori le lobby de la téléphonie mobile et de l'autre côté ne pas être prêt à faire un petit sacrifice, c'est-à-dire renoncer au portable. En dernière conséquence, nous finançons nous-mêmes le lobby de la téléphonie mobile. Ulrich Weiner l'a bien récapitulé. Lors d'une conférence, il a dit « Cette technique est une agression contre la famille. Elle est une agression contre nos vies. Il n'existe qu'un seul chemin pour y remédier. C'est le renoncement absolu. Il n'existe aucun autre chemin. » De plus, dans votre brochure, vous parlez de téléphoner passivement. Exactement. Téléphoner passivement est de loin plus dangereux que fumer passivement. Par exemple, parce que notre sang devient grumeleux. Chaque utilisateur de portable porte par son comportement une part énorme de la problématique globale. Téléphoner avec son portable n'est pas une affaire privée, parce qu'on ne se nuit pas seulement à soi-même, mais aussi à son entourage. On doit être conscient lorsqu'on téléphone que les personnes qui habitent à proximité des antennes sont beaucoup plus irradiées lors de ces appels. Plus nous téléphonons, plus des mâts doivent être érigés. Le réseau de téléphonie mobile et la protection de la santé sont des opposés incompatibles. Monsieur Weber, merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Avec cela, nous sommes arrivés à la fin de notre documentaire, par lequel nous avons voulu vous transmettre des informations vitales. Ce film documentaire est aussi destiné aux opérateurs qui nient farouchement ces faits, aux soi-disant scientifiques qui masquent les données, aux politiciens qui ignorent, aux médias qui passent sous silence. Chacun d'eux devra rendre des comptes pour son comportement irresponsable, car la lumière démasquera cette injustice. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour votre intérêt. Dans l'attente d'avoir pu, au travers de ce film, mettre à la lumière le danger caché de la téléphonie mobile, et dans l'attente que vous nous aidiez à percer ce dangereux mutisme, nous vous disons au revoir.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. En signant la pétition pour soutenir le groupe scientifique Bioinitiative, vous permettrez entre autres à plus ou moins long terme de faire baisser votre exposition journalière au rayonnement électromagnétique. Avec cette action, vous protégerez dans le temps vos enfants et votre entourage. Merci de votre participation.